Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence pour la présentation de Madame Isabelle Collet, qui est chercheuse à l'Université de Genève, donc qui s'intitule « Enseigner l'estime avec la toile de l'égalité ». C'est un projet, en fait, qui est porté par le Collège d'Allemand en collaboration avec le Collab Innovation sociale et culture numérique et le Pôle sur les transitions en enseignement supérieur. L'activité s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Nous avons besoin d'elle, l'estime, c'est l'avenir », qui est financé par le Conseil Emploi Métropole, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, l'objectif, en fait, c'est vraiment de réaliser différentes initiatives pour rehausser la présence des filles dans les domaines des STEAM, donc les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, de la formation jusqu'au marché du travail. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Mme Isabelle Collet pour sa présentation. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous voir en vrai. Je dis ça parce que hier, à cause de la tempête, on l'a fait en visio. Traverser l'Atlantique pour voir des enseignants, enseignantes du Saguenay en visio, c'est quand même un peu déprimant, quoi. Donc là, vous êtes là. Alors, j'ai conscience que j'ai un accent franco-suisse et que parfois je parle vite. Si je parle trop vite, si je m'emballe, si vous êtes un peu fatigué de me comprendre, bougez, hein, dites-le moi, je ralentis, je répète, c'est pas un souci, il faut qu'on ait une acclimatation mutuelle de toute façon entre le français du Québec et le français de Genève. Donc je viens vous parler ce matin de mon jouet, la toile de l'égalité. Je vais vous dire un mot sur qui je suis. Je suis informaticienne à l'origine, je suis informaticienne de formation initiale. Et bon, c'était il y a longtemps, hein. J'étais informaticienne, on avait encore des disquettes. Voilà. J'ai quitté l'informatique avec l'arrivée de la clé USB, vous voyez à peu près, donc ça remonte quand même à un moment. Mais au moment où j'étais en informatique, curieusement, je n'ai pas trouvé de travail. Alors j'ai trouvé du travail en tant que sociologue, hein. Normalement, on ne fait pas les choses comme ça, on les fait dans l'autre sens. Et quand je n'ai pas trouvé de travail, franchement, moi, à l'époque, je croyais que l'égalité homme-femme, l'affaire a été réglée, on pouvait aller dans n'importe quel métier, il n'y avait plus de soucis, c'était des soucis du temps de ma mère, mais moi, c'était bon. Et ma grande surprise, en fait, j'ai découvert que j'étais une femme en arrivant en informatique. Vous allez me dire, je ne suis pas très observatrice. OK. Mais en fait, c'est qu'on m'a regardée comme une femme. Et ça voulait dire quoi ? On m'a regardée comme quelqu'un de pas forcément aussi compétente, d'une part, et surtout en capacité de faire des tas d'enfants. Et alors m'embaucher avec ce risque-là, pas forcément. Bref, je suis devenue une sociologue très heureuse. J'aurais pu être une informaticienne très heureuse. Mais ça m'a amenée à réfléchir sur ces questions. Et ces questions, quand ça m'est arrivé, c'était le début des années 90. Là, on est rendu en 2024. On ne peut pas dire qu'il y a eu une progression considérable. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de progression, hein, mais en informatique, c'est quand même un peu paradoxal. Il y a eu des époques en Occident, c'est-à-dire à la fois en Amérique du Nord et en Europe occidentale, où en informatique, il y avait beaucoup plus de femmes que maintenant, à une époque où les métiers, en particulier les métiers de la programmation, étaient assez peu considérés. Pas si bien payés, pas si bien vus. Et là, on avait besoin d'une main-d'œuvre qu'on n'allait pas si bien considérer et pas si bien payer. Et les femmes, c'était pas mal. Vous liriez des journaux des années 50 dans lesquels on vous explique que la programmation, c'est un métier formidable pour les femmes parce que si une maîtresse de maison sait programmer un dîner, elle sait programmer un ordinateur. Cherchez pas, il n'y a pas de lien. C'est juste idiot. C'est pour vous dire qu'on est capable de fabriquer comme ça des stéréotypes au besoin pour justifier une demande sociale. Aujourd'hui, on ne dirait plus ça. Alors, remarquez, tant mieux, ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, quand je vais dans des classes d'informatique où il y a 2 filles, 3 filles pour 40 gars, si je leur dis que dans les années 80, en informatique, les filles étaient presque à parité ou au moins facilement 30%, ils tombent des nues. Parce qu'ils sont prêts à m'expliquer, non mais l'informatique, c'est de la logique, c'est des maths, c'est du rapport à la machine, les filles, elles n'aiment pas ça. Bon, alors comme je ne pense pas que les filles aient muté en si peu de temps, c'est probablement que ça vient d'autre chose. Et ça vient de quoi ? Ça vient des rapports sociaux. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème. On n'est pas là non plus complètement pour résoudre le problème, hein, on n'est pas naïf à ce point, mais on va quand même essayer de progresser un peu, c'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer comment, en tant qu'enseignant, enseignante, dans vos disciplines,
vous avez une petite marge de manœuvre. Vous avez un peu les moyens de faire bouger les choses. Alors, pour savoir, vu que je vous ai sous la main, est-ce que vous pourriez me dire comme ça, qu'est-ce que vous enseignez? Quelle discipline vous enseignez? On va commencer par là, et puis comme ça, je sens un peu d'où vous venez. OK. Alors, je m'attendais à avoir un peu plus d'enseignants. Mais ça fait rien. Bienvenue. Hein, on va s'adapter. Mais en même temps, je suis ravie d'avoir des conseillers et des conseillères pédagogiques. Je n'aurais pas forcément complètement axé l'intervention pareil, mais vous êtes aussi quand même pas mal à la manœuvre. Donc, c'est très, très bien que vous soyez là. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. Pour commencer, on va déjà essayer de se demander quelle est la forme de la question. Bon, on a un problème d'orientation scolaire et professionnelle. OK. La mixité dans les métiers, il n'y a quand même pas tant de métiers que ça où on a autant de garçons que de filles. Et quand on dit à nos élèves, les métiers n'ont pas de genre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller où vous voulez, il n'y a aucune raison qu'ils nous croient. Hein, parce que quand ils regardent autour d'eux, ils constatent bien que ce n'est pas le cas. Dans la petite enfance, manifestement, le métier a un genre. Dans l'informatique, dans la géologie, dans les sciences en général, manifestement, le métier a un genre. Alors, ils veulent bien, hein, en général, ils sont assez gentils, ils veulent bien nous croire que dans la théorie, OK, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Dans le réel, c'est quand même curieux, c'est pas ce qui se passe. Alors, il y a des vieilles croyances où on se demanderait si par hasard les filles n'auraient pas un cerveau rose pendant que les garçons auraient un cerveau bleu. Et avec leur cerveau rose, elles ne peuvent pas tout faire. Et les garçons avec leur cerveau bleu ne peuvent pas tout faire non plus. OK, donc ça, effectivement, si on croit ça, c'est un peu bloqué pour faire de la mixité dans les orientations. Mais sinon, si tout le monde peut faire ce qu'il veut, qu'est-ce que disent les élèves? Ils disent « Ouais, mais... Oui, hein, mais ça ne me tente pas. Je peux, mais ça ne me tente pas. » Alors, on va essayer de savoir d'où ça vient, ce « ça ne me tente pas, j'ai pas envie ». Comment on fabrique nos envies, hein, comment on fabrique nos inspirations. Donc, pour savoir quelle est la forme de la question, j'ai une petite activité pour vous. Alors, pour ça, c'est une activité débranchée. Vous n'avez pas besoin d'ordi, vous avez juste besoin d'un papier, d'un crayon et d'une table. Voilà. Et je vous laisse rejoindre les groupes. Donc, je vais vous donner un papier, vous allez le tirer, vous allez le mettre au milieu de la table, mais vous ne le lisez pas à voix haute. Vous ne dites rien à vos voisins. Et il ne faudra jamais le crier à voix haute. Bon, vos voisins vont avoir un truc qui ressemble un peu, mais il ne faut pas qu'ils sachent tout à fait précisément ce que vous avez eu. Donc, je commence par vous donner les papiers. Le papier que vous avez eu, ça s'appelle une cible. Quand j'en parlerai, je vous parlerai de la cible. Il y a une expression. Cette expression, il faut la comprendre ensemble. Ce n'est pas un mot et un autre mot. Vous avez tous un nom, un adjectif. Ils ne sont pas séparés. Il faut bien les comprendre, hein, l'un avec l'autre. Vous avez des post-it sur la table. Vous prenez des post-it, un crayon, et vous écrivez sur des post-it individuellement, dans un premier temps individuellement, tout ce qui vous passe par la tête quand vous lisez ce qu'il y a sur la cible. Vous ne réfléchissez pas. C'est le moment où je vous demande de ne pas réfléchir. Profitez-en. Lâchez-vous. Vous écrivez sur vos post-it tout ce qui vous passe par la tête quand vous lisez ça. Ça peut être des idées, ça peut être des noms de personnes, ça peut être des réflexions, des... Voilà, oui, éventuellement. Non, voilà, non, on n'est pas sur balance ton collègue, hein, on a bien compris. Voilà. Donc, individuellement, dans un premier temps, individuellement, vous jetez sur les post-it tout ce qui vous vient. Vraiment, c'est le moment où on ne réfléchit pas et où on ose. Alors, je vais vous apporter des nappes pour vos tables, donc il va falloir faire un peu de place. Voilà, je vous laisse vous installer en mettant donc au milieu de la table cette nappe. Cette nappe, c'est votre terrain de jeu. Elle est à vous, vous pourrez écrire dessus absolument ce que vous voulez. Et je vais vous dire ce qu'on va écrire dessus. Voilà. Ce que vous avez mis sur vos post-it,
vous allez le mettre en commun. Alors, ce que vous allez faire, chacun votre tour, vous allez prendre vos post-it, vous allez les coller au milieu de la table, sur la nappe, et vous allez expliquer pourquoi vous avez mis ça. Bon, alors il y a des fois, ça va sauter aux yeux. On n'aura pas besoin de 2 heures d'explication pour comprendre pourquoi vous avez mis ça. Mais des fois, ça peut être plus compliqué. Et puis, vous aurez peut-être besoin de vous justifier. Parce que j'ai bien entendu, ça a ricané. Va falloir que vous expliquiez pourquoi vous mettiez ça, ce que vous en pensez. Mais voilà, vous allez vous expliquer mutuellement ce que vous avez écrit. Et puis aussi, vous allez garder uniquement que les termes sur lesquels vous avez un consensus raisonnable. C'est-à-dire, vous allez dire, moi j'ai pensé ça, vous le collez sur la table, et puis vous discutez. Puis vous voyez bien si vos collègues sont d'accord. S'ils sont OK, que ça correspond, si vous êtes à l'aise avec ça, vous laissez. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous rayez. Puis peut-être, ce mot-là, ce n'est pas tout à fait lui avec lequel vous êtes d'accord, mais un peu différent, vous pourrez être d'accord. Donc voilà, vous gérez entre vous, de sorte qu'à partir de tout ce que vous avez collecté, vous mettez au milieu de cette nappe tous les termes sur lesquels vous avez un consensus raisonnable et éventuellement un peu d'autres termes que vous rajoutez sur ce papier si vous avez besoin de les faire évoluer un peu. On est bon? Allez-y, mettez en commun et réalisez-moi cette nappe. J'attire votre attention sur la notion de consensus raisonnable. Alors, je viens quand même de Suisse. Voilà. Vous êtes avec moi? Voilà. Je viens quand même de Suisse. Le consensus, c'est un truc important pour nous. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez des avis, alors peut-être très différents, peut-être moyennement différents. Il va falloir réduire. Vous réduisez avec uniquement les choses avec lesquelles vous êtes collectivement à l'aise. Voilà. Il faudra éventuellement laisser tomber des bouts. Voilà. On cherche un consensus raisonnable. Alors, pour que vous soyez à l'aise avec ça, des fois, il y a des groupes, ils ne convergent pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, les avis au sein du groupe sont tellement différents que le consensus raisonnable, on n'y arrive jamais. Mais c'est aussi un résultat. À la fin de l'activité, si vous me dites, on n'y est pas arrivé, on n'a pas le consensus, vous n'avez pas le consensus, c'est pas grave. Mais a priori, vous essayez d'avancer, éventuellement vous laissez tomber des bouts jusqu'à ce que vous obteniez un consensus raisonnable. Alors, étape suivante, hop, ma zapette. Tout ce que vous avez écrit, ça correspond, vous pouvez en faire des familles. Ce que je veux dire, vous allez avoir un certain nombre... Alors, je vends pas la mèche si je vous dis qu'il y a certainement des choses qui sont de l'ordre du physique, qu'il y a certainement des choses qui sont de l'ordre des habitudes, il y a peut-être des choses qui sont de l'ordre des compétences, j'en sais rien. Mais enfin, vous allez avoir des catégories. Voilà. Essayez, alors soit avec un code couleur, soit en faisant des ensembles, de faire ces catégories et de leur mettre des étiquettes. Ça, c'est la famille du ceci, ça, c'est la famille du cela. Et là encore, vous essayez d'obtenir un consensus raisonnable. Vous pouvez avoir des termes qui sont dans 2 catégories à la fois, c'est pas gênant. Ouais, votre nappe, c'est à vous. Faites comme vous voulez, vous arrangez comme vous voulez dessus. Bon, on passe à la dernière étape. Attention, c'est là où ça se complique. Voilà, la dernière étape, ça va être celle-là. Vous allez devoir m'écrire une phrase. Cette phrase, vous allez l'écrire au dos de votre nappe. Une phrase grammaticalement correcte. Je veux dire par là, je ne veux pas une liste à puces. Je veux une phrase. Voilà. Cette phrase va commencer par « c'est une personne qui ». J'attire votre attention que la suite devrait être au féminin, parce que personne, c'est du féminin. Quoi que vous puissiez avoir. Donc, c'est une personne qui, et la suite de la phrase
vous allez devoir ne pas utiliser les mots de la cible ou leur contraire, ou les mots de la même famille, parce que sinon, vous faites des définitions circulaires. Vous voyez, si vous définissez votre phrase avec si vous définissez votre cible avec les mots de la cible ou les mots de la famille de la cible, évidemment, on ne s'en sort pas. Donc, les mots de la cible, leur contraire et les mots de la même famille, vous n'avez pas le droit. Et pour rendre les choses un peu plus fun, vous n'avez pas le droit non plus des mots de la biologie du sexe. Pas ovaire, pas testostérone, vous avez le droit à hormones, vous n'avez pas le droit à testostérone, vous n'avez pas le droit à œstrogène, vous n'avez pas le droit à pénis, vous n'avez pas le droit à utérus, vous voyez. Pas les mots de la biologie du sexe. Donc vous m'écrivez une phrase grammaticalement correcte qui reflète ce que vous avez écrit dans la mesure du possible, qui commence par « c'est une personne qui » et qui n'a pas tous ces mots interdits. Et quand vous avez votre phrase, vous retournez votre nappe et vous l'écrivez au dos. C'est tout bon? Bonne chance. Vous retournez votre nappe, vous l'écrivez en gros, parce qu'après on va se les partager, et puis il y a même des gens qui vont vouloir les filmer, j'ai l'impression. Donc vous retournez votre nappe, vous l'écrivez en gros, et puis après on va en discuter. Bon, on est d'accord, les mots que je vous ai donnés, c'était des mots faciles. Ce n'est pas des mots sociologiquement techniques, ce n'est pas des mots compliqués. Quand vous avez lu mes mots, vous avez compris tout de suite les mots. Et pourtant, a priori, dans les discussions, il a fallu des ajustements, il a fallu qu'on se comprenne. Enfin, que vous compreniez surtout. Et il y a gros à parier qu'à peu près tout le temps dans la discussion, vous étiez obligé de faire des allers-retours. Un aller-retour entre « moi je pense que », la société pense que. Je ne suis pas forcément d'accord, mais je reconnais que dans ma société, on pense ça. Bon, et puis peut-être celui-là, je suis un peu d'accord quand même, parce qu'il faut bien dire que, mais je ne veux pas dire... Et on était obligé de faire des allers-retours un peu sans arrêt. Et puis, plus je vous faisais avancer dans votre travail, plus vous étiez obligé de perdre des morceaux. C'est-à-dire quand vous discutez, on a des choses très riches, et puis juste à la fin, là, juste à la phrase... Eh ben, vous êtes obligé de faire votre deuil de toute cette subtilité pour finalement produire une phrase quand même. Alors maintenant, on va voir ce que vous avez produit. Valérie, c'est là où tu entres en jeu. Va passer le micro aux tables et vous allez nous lire vos phrases. Vous ne dites pas quelles étaient la cible, vous allez nous lire vos phrases. Allez-y, on va vous donner le micro à vous. Qu'est-ce que vous nous avez écrit? Alors, nous avons écrit « C'est une personne que l'on associe à des stéréotypes de genre qui a des qualités permettant une représentation de soi assumée. » Et bien là, vous êtes bien avancé, n'est-ce pas? Quel était notre mot? Et ben voilà. Et voilà. Ben, bonne chance. Hein. C'est ça. Voilà. Voilà. Votre phrase, elle est claire. Enfin, elle est claire. On comprend vos mots. C'est pas très, très long. Par contre, essayez de savoir de qui vous avez voulu parler exactement. C'est un peu tendu. Phrase suivante. Passez-leur votre micro. Qu'est-ce que vous avez? On écrit, c'est une personne qui reçoit un jugement social de par une apparence physique marquée par une musculature plus importante, des traits plus carrés, une pilosité visible, une présentation. Là, on n'est pas d'accord, là. Il y en a 2 contre 1 qui disent une présentation et des intérêts. Le mot intérêt, là, c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Atypique selon les conventions sociales. Alors là, vous avez... Alors, vous me la refaites, parce que quand même, elle est un peu longue. Elle mérite de passer une deuxième fois. On a un pro des phrases longues dans notre truc. C'est une personne qui reçoit un jugement social de par une apparence physique marquée par une musculature plus importante, des traits plus carrés, une pilosité visible, une présentation atypique selon la convention sociale.
Alors, vous avez voulu aller sur des descriptions physiques, en faisant attention que tous les mots que vous utilisez, tout le monde peut les avoir. Les muscles, tout le monde en a. Les poils, tout le monde en a. On est bien d'accord. Plus ou moins, hein, voilà, mais tout le monde en a. Et puis, de toute façon, pour mettre les pieds dans le plat, tous les hommes ne sont pas hirsutes et tous les hommes ne sont pas musclores. Hein, donc, voilà. Et puis, mais quand même, vous êtes obligé de faire du slalom. Et je pense que ce n'est pas si évident non plus de savoir ce que vous aviez. Suivant, à vous. Qu'est-ce que vous nous avez mis? Vous avez besoin... Passez-leur leur micro. Voilà. OK. C'est une personne qui démontre de l'assurance, qui a un physique imposant et qui pratique un métier traditionnel. Et voilà. Et donc, traditionnel de quoi ça? Mais je comprends bien, voilà. Vous avez, voilà, c'est toujours aussi compliqué d'essayer de savoir où vous voulez complètement en venir. Dernier groupe. Nous, c'est une personne délicate qui ne recherche pas la domination et la retenue socio-émotionnelle. Bien. Alors maintenant, on va essayer de voir ce que vous avez. On va refaire un tour. Bon, on va rester sur vous puisque vous y êtes. Donc, vous nous redites votre phrase et puis on attend les propositions de la salle. Donc, je l'aurais dit. C'est une personne délicate qui ne recherche pas la domination et la retenue socio-émotionnelle. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ah, tricheur. Voilà. Ouais. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez des personnages que vous connaissez, vous voyez, des personnages de fiction qui vous semblent correspondre, des fois c'est une bonne solution de proposer des personnages de fiction, ça permet d'incarner des choses, quoi. Donc vous disiez, c'est sûrement pas une femme, vous disiez... C'est ça que vous avez dit. Ah, c'était plus probablement une femme, pardon. Oui, c'est ça, ouais. Mais, ouais. Voilà, à cause de délicate, par exemple. Ouais. Mais si on dit... En tout cas... Non, les aidez pas. C'est une personne délicate qui ne recherche pas la domination et la retenue socio-émotionnelle. Ouais! Bravo! Mais en fait, peu importe. Une femme, ça marche aussi. Hein, on est bien d'accord. Oui, mais dans le fait qu'on nommait que la personne ne recherche pas voilà, ça, c'est peut-être qu'elle devrait... Mais ce que vous mettez en avant, c'est des caractéristiques considérées comme étant du féminin. Voilà. Et donc, alors effectivement, comme il ne recherche pas, on se dit, c'est peut-être plutôt un homme, mais ce que vous avez surtout mis en avant, vous, c'est un ensemble de caractéristiques qui appartenaient au féminin en termes de comportement. Vous nous redites votre phrase, vous? Mais je trouve pas. Non, vous ne trouvez pas? Ça fait. Alors, je retire ce que j'ai dit. C'est votre phrase à vous. Non, voilà. Parce que dans ma tête, si on dit ce qu'elle ne recherche pas, c'est qu'elle devrait rechercher ça. On n'a pas défini la femme, on a défini ce qu'elle ne devrait pas rechercher, donc on a défini plus l'homme, en tout cas. Mais on pourrait aussi estimer que les femmes ne devraient pas le rechercher autant. À vous. Qu'est-ce que vous avez? D'accord. C'est une personne qui démontre de l'assurance, qui a un physique imposant et qui pratique un métier traditionnel. Un mécanicien. Voilà, un mécanicien. Hop là, on est sur des trucs. Donc un homme. C'est une personne qui démontre de l'assurance, qui a un physique imposant et qui pratique un métier traditionnel. Un homme fort. Un homme... Voilà. Voilà. Et là, on avait un homme viril. Voilà. Et on y reviendra tout à l'heure sur l'homme viril. À vous. OK, encore. Et vous nous la refaites. Accrochez-vous. Attention, là, il faut maintenir votre attention tout du long. C'est une personne qui reçoit un jugement social de par une apparence physique marquée par une musculature plus importante, des traits plus carrés, une pilosité visible, une présentation et des intérêts atypiques selon les conventions sociales. Quelqu'un qui a dit une butch, une lesbienne. Ouais. Parce qu'on est en train d'essayer de voir comment on peut faire sur le croisement. Vous avez dit atypique, alors là, vous avez un peu lâché le truc.
Ouais. Ok, et à vous? Donc nous, c'est une personne que l'on associe à des stéréotypes de genre, qui a des qualités permettant une représentation de soi assumée. Ouais, mais là, vous le sortez par déduction. Hein. Et on sait bien, parce qu'ils ont fait... Eux, ils ont fait... Ce groupe-là a fait très attention. Voilà. Pas vous donner d'infos. Voilà, ça pourrait être une femme tout court, ça pourrait être un homme tout court, mais ça pourrait même être une personne non-binaire tout court. Voilà. Parce que là, on n'a fait que dans la binarité. Mais si j'avais eu un 5e groupe, j'aurais donné personne non-binaire et on se serait bien débattu avec toutes ces formules. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On va faire un petit peu un bilan. Donc, premièrement, on est d'accord, c'est des mots simples, de compréhension immédiate. Et c'est tellement des mots simples qu'on les explique rarement. Je veux dire, si dans la conversation, je dis « Ah, cette femme, elle est vraiment très féminine », personne ne me dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Hein? Tout le monde comprend. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça, c'est pas sûr. Parce que tout à l'heure, là, dans votre groupe, vous disiez « Moi, Barbie, je la trouve pas forcément féminine. » Et ça, c'était ce que vous en pensiez, vous. Mais ça représente un idéal, un stéréotype de ce que serait une femme féminine, sous-entendu, une femme féminine serait une femme désirable dans les représentations de l'hétérosexualité. Et ce serait normal. Voilà tout ce qui est sous-entendu. Mais soi-même, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Je me souviens d'un groupe, que j'avais fait ça en école d'ingénieur, et les élèves ingénieurs s'étaient mis par groupe, et il y a un groupe qui s'est retrouvé où des femmes s'étaient mises ensemble, et on avait 2 étudiantes avec des cheveux longs et maquillées qui étaient là, et qui étaient avec une autre étudiante, mais qui portait un foulard et qui n'était pas maquillée, et leur prof, qui était une femme d'une 50aine d'années avec des cheveux gris et courts. Et il s'est trouvé qu'elles avaient femme féminine. Et là, il y a une des étudiantes qui dit « Alors pour moi, une femme féminine, c'est une femme qui a des cheveux longs, c'est une femme qui se maquille. » Elle était en train de se décrire elle-même. Et là, soudain, elle s'arrête net, parce qu'elle voit devant elle 2 autres femmes qui ne correspondent pas à sa description, qui se considéraient peut-être comme féminines, en tout cas qu'elle ne voulait pas insulter ou heurter en leur disant qu'elle n'était pas féminine, et elle ne savait plus quoi faire. Alors heureusement, les gens s'entendaient bien, ça s'est bien passé et on est passé outre, mais soudain, elle s'est rendue compte du problème qu'il y avait dans sa description. C'est-à-dire qu'en disant ça, elle mettait à l'écart un certain nombre de femmes qui ne correspondaient pas. Et puis il y avait un autre groupe, et là on va arriver sur les questions viriles, il y avait un autre groupe, qui était un groupe de garçons, qui avait homme viril. Et il y avait un autre groupe qui avait homme masculin. Ce groupe qui avait homme viril, ils m'en ont fait une description, c'était terrible, quoi. C'était bestial, c'était affreux. Voilà, l'homme viril, mais quelle horreur, voilà. C'était l'homme des cavernes, c'était la bête poilue, c'était le monstre, enfin, affreux. Problème qui n'avait absolument pas avec le terme de masculin. OK. Alors, on a fait un petit sondage, et je vais faire ce petit sondage avec vous. Vous voyez James Bond? Vous voyez Daniel Craig dans James Bond? Alors, levez la main si vous pensez... Je vais vous demander s'il est viril ou masculin. Est-ce que, pour vous, est-ce que... Et je précise bien lequel, je ne vous parle pas de Sean Connery, voilà. Est-ce que Daniel Craig dans James Bond, à votre avis, il est masculin? Vous n'avez pas la référence, excusez-moi, voilà. Ouais. Et qui pense qu'il est viril? Alors, on en a 3 sur viril. Non. Ah non, il faut choisir votre camp. Parce qu'on a 2 mots. Voilà, on a 2 mots. J'aimerais savoir ce que vous mettez derrière ces mots. Alors, qui pense que James Bond, c'est viril? Ouais, viril, ouais. Et qui pense que c'est masculin? Voilà. Alors, en fait, il n'y a pas de bonne réponse, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire, tout dépend ce qu'on va mettre. Alors déjà, tout dépend selon si on apprécie James Bond ou pas, voilà, sous la forme de Daniel Craig. Voilà. Tout dépend aussi de son orientation sexuelle, parce que quand on dit viril ou quand on va chercher un personnage comme James Bond qui joue sur la séduction hétérosexuelle, bah forcément, ça nous parle ou pas, en tant qu'homme ou en tant que femme, hein, d'ailleurs. Et puis ensuite, tout dépend aussi de quelle représentation on met derrière viril ou masculin. C'est-à-dire, derrière viril, on peut voir bestial, quelque chose de pas positif, mais on peut voir aussi quelque chose de puissant et protecteur qui met en confiance. Et selon qu'on voit l'un ou l'autre,
ah ben, évidemment, on n'a pas la même lecture. Mais ça, quand on emploie ces termes, jamais on fait une pause en disant... Alors, je dis viril, mais en fait, quand moi je dis viril, ce que je veux te dire, c'est... Hein, on ne le fait jamais, ça. On suppose que tout le monde comprend. Et tout le monde comprend quoi? Eh bien, tout le monde comprend les stéréotypes en usage dans notre société derrière ces termes. Et on ne les discute pas. Vous voyez, on se les échange un peu comme on échangerait de la météo. On ne les discute pas. Alors qu'en fait, on n'est pas forcément tous d'accord. Alors, si vous voulez un petit peu... Quand on est sociologue, des fois, on est un peu taquine. Hein. Je suis rentrée une fois dans un magasin de vente de vêtements pour nouveau-nés, pour faire un cadeau à un nouveau-né de mon entourage. Et aussitôt, la vendeuse se précipite vers moi en me disant « C'est pour un garçon ou c'est pour une fille ?» Et je lui dis « Qu'est-ce que ça change ?» Et là, elle plante. Et je la vois qui se met à rétro-pédaler entre ce qu'elle pense, elle, et le fait qu'elle veut faire une vente. Et d'ordinaire, on ne lui demande pas qu'est-ce que ça change. On répond, c'est un garçon, c'est une fille, quelle importance. Et puis là, elle vous dirige vers les trucs dits de garçons ou les trucs dits de filles. Et on ne sait pas ce qu'elle en pense, on ne sait pas forcément ce que vous en pensez, mais on conteste rarement, tellement c'est habituel. Là, quand je lui dis qu'est-ce que ça change, elle s'arrête net. Et elle me dit oui, non, c'est vrai. Bon, mais souvent les parents, ils aiment, mais bon, c'est vrai, c'est pas important. Je ne sais toujours pas ce qu'elle pense réellement, mais je vois bien qu'il y a un peu de marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, on l'ouvre très rarement. Et on l'ouvre aussi très rarement avec les jeunes. D'autant plus que parmi les jeunes, je parle des jeunes, je parle d'adolescents ou de jeunes adultes, surtout à l'adolescence, on a tendance à vouloir faire une police du genre en expliquant qu'on sait très très bien ce que c'est qu'un garçon normal et une fille normale. Comprendre un garçon suffisamment masculin ou viril selon sa définition et possiblement désirable dans les yeux d'une fille, suffisamment féminine dans une norme d'hétérosexualité et de binarité qui ne convient pas nécessairement à tout le monde. Mais cette représentation-là, tout le monde la connaît, et quand quelqu'un l'exprime, ça semble être la norme. Quand bien même la majorité des gens autour de cette personne ne seraient pas d'accord. Une fois, je suis allée discuter avec des élèves qui avaient une quinzaine d'années, qui revenaient d'un stage en entreprise, d'un stage de découverte. Un truc très court, 1 semaine, juste pour découvrir un métier. Devant moi, il y avait 4 filles et un garçon. Et je leur demande quel stage, quel métier il et elle avaient découvert. Et le garçon m'explique qu'il est allé en crèche. Et là, il y a une fille qui s'écroule de rire. Oh, elle n'avait jamais rien entendu d'aussi marrant. Le garçon ne s'est pas démonté. Il lui a expliqué, non mais je suis allée en crèche parce que je suis sûre que jamais je voudrais faire ce métier-là. Hein, c'était juste par curiosité. Ah bon, là ça allait mieux. Je ne sais pas ce qu'il pense, ce garçon. Je fais le pari qu'il a construit un discours qui lui permettait de rendre son choix acceptable. Et puis il m'ajoute, surtout à la fin, moi en fait je veux être ingénieur. Ouais, et puis là tout le monde est super rassuré. Voilà, il fait un choix conforme à son identité supposée, et puis donc tout va bien. Et donc je suis convaincue qu'il a appris à construire ce discours. Je ne sais pas ce qu'il pense vraiment, j'ai tendance à penser que s'il a voulu voir la petite enfance, c'est qu'il y avait un intérêt, mais qu'il a appris que s'il le disait, de la part de certaines personnes, ça faisait bizarre. Et bizarre, pour un garçon, souvent ça veut dire « je ne suis pas sûre de ton orientation sexuelle », alors que ça n'a rien à voir. Hein. Et quand bien même ce ne serait pas grave, mais de toute façon ça n'a rien à voir. Sur les filles qui étaient là, il n'y en a qu'une qui a ri. Hein, pas toutes, ça n'a pas été une exclamation générale, mais ça suffit. Vous voyez, celle-là, elle est en train de faire une police du genre en disant oh, un garçon dans la petite enfance, trop drôle. Donc il explique, donc elle est rassurée, et je lui demande où elle était elle, et elle me dit moi j'étais dans la police. Je dis rien, mais j'en pense pas moins, mais je dis rien. Elle me dit alors les filles elles peuvent aller dans la police. Je lui dis oui bien sûr. Puis là elle s'arrête encore une fois et elle me dit bon, si les filles peuvent aller dans la police, peut-être que les garçons peuvent aller en crèche. Ouais, c'était un peu là où je voulais en venir, en effet. Je n'ai pas passé des heures à la convaincre, hein, vous voyez. J'ai juste pris le temps. Alors, il y a des élèves avec qui c'est moins simple, hein, mais simplement en prenant le temps de se demander finalement ce qui est possible ou pas. Alors, je ne dis pas qu'elle a soudain trouvé normal et sympa qu'un garçon aille en crèche, il ne faut pas exagérer, mais soudain, on s'était mis à réfléchir un petit peu plus à ce qui était possible, et puis surtout que c'était quand même bien dommage que ce garçon ait été obligé de construire un discours qui le disculpe
de son choix. Alors pourquoi on fait ça? Ah oui, alors voilà, les stratégies de définition, je dois même revenir là-dessus. Voilà. En général, comment vous faites? Comment vous dépatouillez de mon exercice? Soit vous assumez les stéréotypes. Là, on n'a pas eu le cas, mais des fois, j'ai des groupes qui assument le stéréotype et qui me décrivent. Par exemple, on parlait de Barbie tout à l'heure, j'ai un groupe qui m'a dit « c'est une personne qui ressemble à Barbie ». Et tout le monde voit de quoi on parle. On ne sait pas si on est d'accord, hein, mais tout le monde voit de quoi on parle. Voilà, on assume les stéréotypes, on ne dit pas ce qu'on en pense, on assume qu'on les connaît. Il y a des groupes qui attestent de l'existence d'un set social, mais sans nécessairement le décrire. C'est un peu, plus ou moins, vous avez essayé d'être là-dedans, vous avez vraiment refusé de décrire. Voilà, vous savez qu'il y a un set social, vous savez qu'il y a une manière qu'a la société de décrire les hommes ou les femmes, le féminin, le masculin. Voilà, on sait que ça existe. Et on ne se mouille pas en disant ça. Il y a aussi des façons, et là aussi on l'a eu avec vous, de dire qu'on sait bien que les normes sont que des normes, mais on est capable de les décrire pour se faire comprendre, parce qu'on est quand même en train de parler d'hommes, femmes, féminins, masculins. On peut aussi franchement refuser de se référer aux normes et de dire, c'est à la personne de dire comment elle est. Et ça, c'est les groupes qui bottent en touche. Leur phrase, elle ne décrit rien. Elle dit, en gros, c'est une personne qui dira comment elle est, quoi. Et puis, il y a aussi des groupes qui signalent qu'il y a une transgression et que cette transgression, souvent, elle a un coût ou alors qu'elle induit des préférences sexuelles. C'est qu'à cause de cette transgression, on va supposer des choses. Et finalement, dans les définitions, on a plus de proximité entre femmes masculines et hommes efféminés parce que ce qui ressort avant tout, c'est cette idée de transgression. Et souvent, les définitions ne sont compréhensibles que si on connaît les normes. Parce que si on ne connaissait pas ces normes, vos définitions seraient foncièrement incompréhensibles. Et c'est normal, je vous ai interdit de parler de la biologie du sexe. Donc en fait, ces définitions, elles prouvent qu'on est tous et toutes au courant de comment se tournent les stéréotypes, comment on les échange, mais que par contre, on ne discute jamais les uns les unes et les autres de ce qu'on en pense et de comment on se positionne. Alors, hop, excusez-moi, je vais faire un petit marche avant. Dans ma présentation, je vais me rendre ici. Parce que, in fine, on peut se dire, et le dictionnaire, qu'est-ce qu'il en pense? Si nous, on ne s'en sort pas, il s'en sort comment? Alors, je suis allée voir le dictionnaire, le premier dictionnaire que je suis allée voir, c'est le Petit Robert, 2018, pas 1918, hein, je précise, parce que par rapport à ce qu'on va lire, on va se poser des questions. Le Petit Robert 2018, je suis allée voir, chercher féminité, masculinité, femme, homme, femelle, mâle. Et je les ai mis face à face, ce qu'on ne fait jamais. En général, on va chercher un mot et puis c'est tout. On ne les met pas face à face. Féminité, caractère féminin, ça on est bien avancé. Hein. Ensemble des caractéristiques propres à la femme, là encore on est bien avancé. On pourrait se demander à la femme, à toutes les femmes, à la femme en tant que concept, à chacune des femmes, enfin bon, bref. Masculinité, caractère masculin, qualité d'homme, de mâle. Tiens, pourquoi on n'a pas la même chose? Femme, être humain du sexe qui conçoit et met au monde les enfants. Sexe féminin. Femelle de l'espèce. Alors oui, techniquement c'est vrai, mais enfin, on ne fait pas ça si souvent. Enfin, moi dans ma vie, je l'ai fait qu'une seule fois. Hein. Sur l'ensemble d'une vie, concevoir et mettre au monde des enfants, ça ne nous arrive quand même pas tous les 2 jours. Hein, mais bon. Voilà. Homme, être humain appartenant à l'espèce la plus évoluée de la Terre. Alors, on comprend qu'il y a un jeu entre homme et humain, mais bon. 2, être humain, mâle. Alors, on se dit, bon sang, mâle et femelle, ça veut dire quoi? Femelle, animal du sexe qui reproduit l'espèce en produisant des ovules fécondés par le mâle. Mâle, individu appartenant au sexe doué du pouvoir de fécondation. Tout seul, hein, voilà. La femelle, elle a besoin du mâle. Hein. Le mâle, ça va. Il est doué du pouvoir, vous voyez. Bon, soit dit entre nous. Voilà. Du sexe qui reproduit l'espèce, tout ça. Moi, je ne vous cache pas qu'à mon âge, produire des ovules pour les féconder, ce n'est pas complètement mon quotidien. Hein. Ah ben, je ne suis plus une femelle. Bah, ça doit être ça, hein, voilà. Et puis alors le mâle, tout le temps, le pouvoir de fécondation. Bon, alors on ne va pas s'acharner sur Robert, on va voir Larousse.
Voilà, Larousse. Féminin appartient au sexe qui est apte à produire des ovules. Non, mais ça va un moment, quoi, avec les ovules. Masculin qui est propre à l'homme en tant qu'être humain doué du pouvoir de fécondation. Bon. Voilà. Et ensuite, il y a des exemples. Et ce qui est très curieux dans les exemples du Larousse, c'est la sexualisation des exemples. Il constate que la ville abonde d'un élément féminin. Mon vieux, il y a de la fesse. Alors, ok, c'est pas parce qu'il y a un écrivain qui a écrit ça que c'est intéressant, hein, on est d'accord. Et dans masculin, voilà. Ouais. Voilà. Dans masculin, on a 2 ou 3 fois, en rentrant à des heures inaccoutumées, il crut voir des dos masculins disparaître entre les portes. Là encore, on a quand même un sous-entendu sur de la sexualité. Et plutôt de la sexualité émoustillante, on va dire. Et puis ensuite, les dictionnaires, ils ont des exemples. Alors, dans les exemples des dictionnaires, il y a en général que les hommes qui parlent. Et, alors là, je les ai pris par ordre alphabétique. Hein. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, en gros, ils ne disent que du stéréotype. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pratiquement. Et pas souvent très, très sympa. Il est fou celui qui prête attention à la parole de la femme. Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça encore dans un dictionnaire en 2017? C'est ces dictionnaires qu'ensuite les enfants, on va leur dire « Regarde la définition dans le dictionnaire. » On n'aime que les femmes qu'on rend heureuses. Chez les femmes, il y a une certaine dose de fourberie. Ah, sympa, ouais. Et je vous passe le bâton enduit de confiture de rose. Bref. Et chez les hommes, vous autres, hommes, vous ne devenez jamais de grandes personnes. Alors, il y avait cette idée chez vous qu'il y avait un truc avec la maturité. C'est comme si les hommes, ils étaient indéfiniment immatures. Puis d'ailleurs, vous regardez les comédies romantiques américaines, vous en êtes convaincus. Hein. Ils ne veulent pas s'engager, tout ça. Et puis soudain, ils ont la révélation. Et grâce à une femme qui n'est pas leur mère, mais qui est en général leur future épouse ou compagne, ils deviennent matures. C'est comme s'il fallait les dorloter tout le temps. Ce seraient des immatures chroniques. Et d'ailleurs, les élèves à l'école, vous interrogez les enseignants, et les enseignants n'arrêtent pas de vous dire « les garçons sont quand même immatures ». Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils vous le disent dès le jardin d'enfants. Alors, quand on me dit que les garçons sont immatures à 4 ans, comment vous dire? Ouais, j'en doute pas. Hein. Mais quand on continue à vous le dire plus tard, et quand on continue à vous le dire pour les dédouaner de leur comportement, ça pose question. Donc, voilà ce que nous dit le dictionnaire. Et puis, alors, parce que j'en ai pas fini avec les dictionnaires, je suis allée voir le mot court. L'exemple, d'une manière courte, elle s'habille beaucoup trop court. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. On ne veut pas dire « Ah ouais, elle va avoir froid ». C'est pas ça qu'on veut dire. Elle s'habille beaucoup trop court, ça veut dire sa tenue est aguicheuse et c'est un problème. C'est pas écrit dans la phrase. Mais on est tous et toutes capables de comprendre ce sous-entendu qui donc, pour donner un exemple sur un mot, courte, pour donner un exemple, fait allusion à la moralité de la femme et que la moralité des femmes s'exprime sur la manière dont elles s'habillent et qu'on peut avoir un avis là-dessus. C'est le dictionnaire. Et on est capable de le lire, de le reconnaître et de le comprendre. Mais là, en général, on ne fait pas une pause en disant « c'est quand même complètement scandaleux, jetez-moi tout ça ». Ben non, on a perdu l'habitude de le décrypter tellement c'est habituel. Donc, le dictionnaire est aussi le reflet, alors le reflet de représentation ancienne qu'on traîne jusqu'aujourd'hui. Le Larousse et le Robert, on ne le réécrit pas tous les jours. Hein. Mais là, on se dirait qu'il y a un effort quand même à faire. Hein. On devrait. Donc, c'est le reflet d'une période passée qu'on retransporte et qu'on traîne avec nous, sur laquelle on s'appuie toujours. Et puis, pour les choses plus modernes, je suis allée jouer avec l'intelligence artificielle pour voir quel regard l'intelligence artificielle a sur les hommes et les femmes. Alors, en informatique, et en particulier en intelligence artificielle, on parle du phénomène de GIGO, garbage in, garbage out. Si vous mettez des données pourries en entrée, vous allez avoir des données pourries en sortie. Alors, prenons 2 langues, le turc ou le finnois, dont le pronom est neutre. Il, elle, c'est le même pronom. Et on demande à Google Translate ou DeepL de traduire dans une langue où le pronom n'est pas neutre. L'anglais ou le français. Et qu'est-ce qu'on a, par exemple, pour le finnois? Il est riche, elle est sexy. Il a une super voiture, elle a un joli cul. Il fait du sport,
elle a mal à la tête, il investit, elle lave le linge. Comment il s'en sort, dit Paul? Il fait des paris statistiques. Quand on a une phrase qui est « s'occupe de ses enfants », statistiquement, c'est elle. Et quand on a une phrase « est candidat à la présidence », statistiquement, c'est il. Et donc, l'intelligence artificielle nous fournit un miroir grossissant de nos biais. Je veux dire, si elle est bien capable de nous dire ça, ça veut dire que notre société brasse toujours et actuellement ces biais-là. Et si je vous dis ça, c'est parce que souvent les enseignants, les enseignantes me disent « Ah, moi, garçon, fille, je ne fais pas de différence. » Ou bien « Non, mais maintenant, les jeunes, aujourd'hui, la génération aujourd'hui, c'est fini. Et puis, on est tous non-binaires et on est tous déconstruits. » Ouais, mon œil. Voilà. Mon œil, parce que tant que l'IA, par exemple, est capable de nous ramener ça, tant qu'on est capable de comprendre instantanément les stéréotypes, genre « elle s'habille de manière trop courte », sans nécessairement les contester, ça veut dire qu'on fait encore des différences. Alors, à notre corps défendant, éventuellement, hein, je n'ai pas dit qu'on était tous et toutes d'accord avec ces différences, mais ça passe dans le quotidien et voilà, ça ressort. J'en ai pour ChatGPT, ça sera mon dernier exemple du matin avant de faire des trucs un peu plus réjouissants, mais j'en ai aussi pour ChatGPT. ChatGPT connaît très très bien le genre des professions et peut l'affirmer avec mauvaise foi. Sur la phrase « The doctor », vous excusez mon accent, hein, je viens d'Europe, je suis française. « The doctor yelled at the nurse because she was late. Who was late ?» Dans cette phrase, « The nurse was late ». Nurse et doctor sont des mots neutres, ça peut être un homme ou une femme, l'anglais ne préjuge pas. Et effectivement, dans cette phrase, en toute logique, « The nurse was late ». The nurse yelled at the doctor because she was late. Who was late? Dans cette phrase, c'est toujours l'infirmière qui est en retard. Plus curieux, mais bon. The doctor yelled at the nurse because he was late. Who was late? Dans cette phrase, que le médecin soit en retard semble être une erreur ou une faute de typographie, parce que ce n'est pas logique avec le reste de la phrase. Alors, on va supposer qu'en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que the doctor yelled at the nurse because for being late, parce qu'il était en retard. Donc, c'est bien l'infirmière qui était en retard. Donc, même quand la phrase dit clairement qu'on a le personnage du médecin qui est visiblement une femme, ChatGPT estime que c'est probablement une erreur. The nurse yelled at the doctor because he was late. Who was late? Ah oui, là, ça joue. OK. Tant qu'on a une infirmière femme, un docteur homme, on retombe sur nos pattes. ChatGPT marche aussi sur la masse de données à sa disposition. Et dans la masse de données à sa disposition, il juge plus plausible d'avoir une erreur de typo qu'un infirmier avec une médecin. C'est vous dire si en termes d'orientation, on a une marge de progression considérable. Et donc, sur ces bonnes paroles, après la pause, on va discuter de comment améliorer cette marge de progression. À tout à l'heure. Bon, vous avez bien compris, depuis le début, on parle beaucoup de stéréotypes. Et j'ai l'impression qu'au Québec, comme chez moi, il y a un accent très fort mis sur la lutte contre les stéréotypes. Que ce serait la racine du mal, en gros. Que pour faire en sorte qu'on ait plus d'égalité, faire en sorte que les métiers deviennent plus mixtes, il faudrait lutter contre les stéréotypes. Moi, j'en peux plus. Enfin, je suis allée contre les stéréotypes, j'en ai juste là. J'en peux plus. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de stéréotypes, évidemment. La preuve, hein, on en a parlé depuis ce matin. Mais la façon dont on focalise dessus comporte un certain nombre d'inconvénients que je vais vous montrer. Mais d'abord, on est d'accord. Savoir que les stéréotypes ne sont pas fondés en nature, c'est un prérequis. Parce que si on est convaincu que les femmes ont un cerveau rose, les gars ont un cerveau bleu, et qu'avec ça, ils vont mettre en œuvre toutes leurs compétences, forcément, c'est un problème. Si on pense que dans quoi qu'elles fassent, les femmes sont d'abord motivées par leur utérus et les hommes d'abord motivés par leur testostérone, forcément, on va avoir un problème. Bon.
Donc c'est effectivement la bride de base, savoir que les stéréotypes sont des constructions sociales. Mais être conscient ou consciente de l'existence d'un stéréotype n'annule pas sa menace et n'annule pas son influence. Je vais vous montrer un exemple, je vais vous montrer comment ça marche. On utilise par exemple une figure comme ça, et avec des élèves de 10-12 ans, et on va jouer sur ce qu'on appelle l'habillage de la tâche. Alors ce genre de figure, c'est un peu la même chose. Et donc, à des élèves, un premier groupe, on va leur dire, nous allons faire un test des géométries, il faut reproduire cette figure. Et un deuxième groupe, on va leur dire, nous allons faire un jeu de dessin, il faut reproduire cette figure. C'est ni du dessin, ni de la géométrie, c'est recopier une figure. Hein. Mais c'est plausible, vous voyez, ça passe. On peut faire croire à des gens, à des élèves, c'est de la géométrie ou du dessin. Et puis ensuite, on regarde les performances des filles et des garçons. L'échelle n'est pas à 0, mais l'écart est statistiquement significatif. Les filles qui pensent qu'elles sont en train de faire de la géométrie réussissent moins bien que les filles qui pensent qu'elles sont en train de faire du dessin. Et les garçons, c'est l'inverse. Les garçons qui pensent faire de la géométrie réussissent mieux que les garçons qui pensent faire du dessin. Et quand on compare par groupe, eh ben, les filles réussissent moins bien que les garçons quand tout ce monde-là pense faire de la géométrie, et les garçons réussissent moins bien que les filles quand tout ce monde-là pense faire du dessin. Et on est bien d'accord, hein, on n'oublie pas, c'est la même tâche. Parce que quand on dit dessin ou géométrie, on active des stéréotypes sur les compétences respectives des filles et des garçons. C'est-à-dire que géométrie, on a tendance à imaginer que puisque c'est des maths, que c'est de la représentation, alors là, pas dans l'espace, hein, en 2D, mais c'est plus pour les garçons. Alors que le dessin, les loisirs créatifs, parce que les filles, elles sont plus soigneuses, elles sont plus attentives, plus délicates, elles ont plus de sens esthétique, ben, elles sont plus à l'aise sur le dessin. Et donc, une tâche rigoureusement identique produit, simplement en annonçant le nom de la tâche, des performances différentes. Et alors ensuite, on va vérifier un truc. On va vérifier ce que savent ces garçons et ces filles des stéréotypes. Et s'ils y croient. Est-ce que les filles et les garçons pensent, pour de vrai, que les garçons sont plus doués en maths que les filles, que les garçons ont la bosse des maths, que les filles sont naturellement plus portées sur l'esthétique? Est-ce qu'ils y croient réellement? Eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que les élèves y croient ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien au résultat. C'est même être absolument convaincu qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Le fait que votre groupe social autour de vous a tendance à penser que vous êtes moins performante vous empêche de performer. C'est ça qu'on appelle la menace du stéréotype. Et la première fois que ça a été mis en évidence, ce n'était pas sur les questions filles-garçons, c'était sur l'ethnicité. C'est Aronson et Steele aux États-Unis qui l'ont fait avec des études dans des amphithéâtres d'université avec des étudiants blancs versus des étudiants racisés afro-américains. Et donc, ils faisaient des tests où ils demandaient, où ils disaient soit on va faire un test d'intelligence ou on va faire un test de résolution de problèmes. Résolution de problèmes, ce n'était pas menaçant. Tout le monde réussissait de la même manière. Test d'intelligence, les étudiants racisés réussissaient moins bien que les étudiants blancs. Et là encore, qu'ils croient ou ne croient pas à une domination, entre guillemets, biologiquement raciale. Alors quand je montre ça à mes enseignants et mes enseignantes que je forme à Genève, alors je jette un froid, hein, je ne vous cache pas, hein, quand je montre ça. Et puis après, je leur dis, bon, mais quand vous faites une évaluation en maths, vous cherchez à évaluer quoi? La compétence ou le sentiment de compétence? Bah, la compétence, évidemment. OK. Mais en fait, vous évaluez quoi? Eh bien, un truc qui va se trouver un peu entre les deux. Parce que c'est tellement facile d'activer à son insu la menace du stéréotype. Là, on l'active en disant même rien du tout. Prenons ces mêmes élèves devenus plus grands. Là, les personnes dont on va parler, c'est des étudiants et des étudiantes en spécialité maths. Donc, c'est des gens qui s'y connaissent en maths, quoi. On va installer ces personnes dans une IRM et on va regarder leur cerveau en train de faire des maths.
On leur donne des équations qui ne sont pas évidentes, mais qu'on est capable de faire de tête. Et les performances des filles et des garçons, enfin des hommes et des femmes, vu qu'ils sont grands, à la résolution de ces équations, c'est la même. Et puis à un moment, on va prendre une équation complètement au hasard, et on va dire, dans le cast, alors que les gens sont dans cette IRM en train de faire des calculs, et on va dire, alors, attention, sur l'équation suivante, les performances des hommes et des femmes sont différentes. Différentes. Hein, on n'a pas dit qui faisait mieux. Différentes. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend implicitement qu'on veut dire par là que les hommes performent plus, même si on ne l'a pas dit. Parce qu'on parle de maths et qu'on connaît le stéréotype sur les maths. Donc, si ça avait été les femmes qui performeraient plus, on l'aurait précisé. Si on ne le précise pas, ça veut dire qu'on sous-entend que les hommes performent plus. Et là, il se passe deux choses. Premièrement, il se passe ça. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, effectivement, une fois qu'on l'a annoncé, les hommes performent plus, avec un écart significatif. Et en même temps, dans le cerveau des filles, des femmes, on voit s'allumer une zone qui est chargée du traitement des émotions et plus particulièrement qui essaie d'inhiber les émotions négatives. Et donc, les femmes, elles essaient de ne pas ressentir ce qu'on est en train de leur suggérer, mais ça ne marche pas bien. Puis pendant que vous êtes occupés à tenter d'inhiber cette émotion négative, forcément, vous n'êtes pas complètement mobilisé pour résoudre une équation où on vous a prédit que vous allez échouer. Ça, c'est la menace du stéréotype. Donc, on peut parler des stéréotypes aux élèves. On peut leur expliquer à quel point c'est fondé sur rien. Et c'est utile, enfin, s'ils le croient, c'est utile. Mais penser qu'après, on a fait le travail, eh ben, c'est une erreur. Et parfois, on passe beaucoup de temps, alors soit avec des enseignants et des enseignantes, soit avec des élèves, à déconstruire les stéréotypes, à montrer que ce n'est pas vrai. Et une fois qu'on a passé tout ce temps, c'est la fin de la séance. Salut. Alors, je ne dis pas qu'on n'a rien fait, mais on n'a pas résolu le problème. Parce que savoir que votre groupe social pense que vous avez toutes les chances d'échouer, même si vous savez profondément que c'est injuste, ça n'empêche pas que vous soyez menacé par le stéréotype. Et puis ensuite, il y a un autre travers, c'est qu'on a tendance à penser que les stéréotypes sont un héritage d'un passé inégalitaire dont on doit se débarrasser. Et qu'une fois qu'on s'en sera débarrassé, eh ben, c'est bon. Donc on va tous les déconstruire, on va tous les exposer, et puis après, c'est bon. Moi, je trouve que la manière dont on les décrit, souvent, on a l'impression que c'est des processus zombies, les stéréotypes. Vous voyez, ils n'ont pas de cerveau. Ils ont été créés il y a longtemps, mais on ne sait plus qui les a créés. Et donc, ils avancent tout seuls. Ils viennent vous dévorer votre cerveau en vous imprégnant d'idées fausses. Mais il n'y a plus personne qui en veut. Et donc, une fois qu'on aura éradiqué tous ces zombies, eh ben, ce sera bon. Mais en fait, les stéréotypes, on les fabrique et on les refabrique sans arrêt. C'est comme les mauvaises herbes, ça repousse tout le temps. Ce que je vous racontais au début sur l'informatique, en vous disant que dans un premier temps, dans les années 50, 60, 70, 80, il y avait beaucoup de femmes en informatique et qu'on pensait que la programmation, c'était même particulièrement féminin. C'est du stéréotype, hein, on est d'accord. Et puis là, années 90-2000, transformation des représentations, on fabrique un stéréotype qui dit que non, mais comme c'est de la logique, c'est du rapport à la machine, tout ça, non, c'est plus pour les hommes. On a refabriqué un stéréotype tout frais, qui n'est pas si vieux. Il a 30 ans. À l'échelle des rapports sociaux, il n'est pas vieux. Hein. Et donc, on les refabrique au besoin. Au fur et à mesure qu'on a besoin de justifier un monde social, on va avoir tendance à refabriquer. À ce moment-là, on aurait pu se dire, tiens, comment ça se fait qu'il y ait tant de femmes et qu'elles sont parties ou qu'elles sont plus là et qu'il y a tant d'hommes? Est-ce que ce ne serait pas par hasard parce que le métier est devenu prestigieux? Est-ce que ce ne serait pas par hasard parce qu'il y a des insistances institutionnelles fortes qui disent que le pays doit rentrer dans le 21e siècle avec une jeunesse formée, compétente? Est-ce qu'il n'y aura pas un plafond de verre? Et puis, il y a un autre phénomène qui s'est passé en même temps, c'est l'arrivée du micro-ordinateur, qui arrivait avec une culture geek, une culture de nerd, issue, alors je parle uniquement en Occident pour le coup, issue de représentations de la science-fiction, du MIT, etc., qui a installé des ordinateurs dans les chambres de jeunes garçons, souvent de milieux socio-professionnels qui se permettaient de les avoir, hein, c'était pas si cher, mais aussi parfois de milieux populaires,
parce que c'était pour eux une façon de contourner l'école et à ancrer l'ordinateur dans des représentations masculines, entre le prestige du métier et la technique et la science-fiction, et cette culture geek, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais qui existait déjà. Voilà, ça c'est l'explication de cette masculinisation des études. Mais c'est pas ça qu'on a mobilisé. On s'est mis à dire « Ah non, mais c'est dans la nature des hommes et des femmes ». Et pourquoi on va fabriquer des idées comme ça? Eh bien parce que, d'une part, ça fâche moins. Vous voyez, discrimination, c'est quand même un mot qui fâche, alors que je peux penser que c'est la nature. Ça implique, ça incrimine moins de monde. C'est-à-dire que si on pense qu'aujourd'hui, l'égalité est acquise, tout ce qui reste, c'est de la nature, et c'est effectivement plus confortable. C'est la faute à personne, c'est la nature. Autre dimension souvent mise en avant, c'est la question des rôles modèles, des femmes inspirantes, des figures inspirantes, etc. Toutes les manières dont on peut utiliser ce terme. Là encore, attention, ce n'est pas la mesure qui sert à tout. Alors, ne vous trompez pas dans ce que je vous dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre les stéréotypes. Je dis que ça ne fait pas tout. Et là, je ne vous dis pas que les rôles modèles ou les figures inspirantes, ça ne sert à rien. Ce que je vous dis, c'est que ça ne fait pas tout. On ne peut pas compter sur cette mesure seule. Parfois, d'ailleurs, c'est fort mal fait. C'est quoi une figure inspirante? C'est une figure dans laquelle vous pouvez vous projeter. C'est une figure qui vous ressemble, qui n'est pas trop loin de vous. Par exemple, quand Sheryl Sandberg, qui était haut placée chez Facebook, a sorti un livre où elle disait en gros que si vous pouvez, vous avez qu'à y aller parce que les femmes, elles peuvent. Ouais, c'est facile quand on est qui elle est. Ça n'inspire pas tout le monde, c'est inaccessible. Parlons des sciences en général. Vous réfléchissez pas, vous me citez les premiers mots qui vous viennent à l'esprit si je vous demande un homme scientifique et une femme scientifique. Alors, en tant qu'homme, le premier scientifique qui vous vient? Oh, en général, c'est lui. En tant que femme? Voilà, ok. Vous réagissez comme en Europe, il n'y a pas de problème. L'Occident est hégémonique. Bon, Marie Curie et Albert Einstein sont des modèles inaccessibles, ça on est d'accord. Voilà. Mais Albert Einstein, pour les hommes, ok, il y a quelqu'un tout en haut, et entre-temps, il y a plein de monde. Si vous n'êtes pas Albert Einstein, ce qu'on peut comprendre, ça n'arrive pas à tout le monde, surtout qu'il est quasiment devenu un mythe, il y a tout un tas d'autres figures de scientifiques hommes qui peuvent faire l'affaire. Marie Curie. Marie Curie, c'est 2 prix Nobel. Ça pose quand même là, quoi. Si vous n'êtes pas Marie Curie, eh ben, le problème, c'est que pour les filles, on a tendance à tellement ressortir toujours le même exemple que ça devient l'exception qui confirme la règle. Marie Curie ou rien. Bah, si je ne me sens pas sur 2 prix Nobel, ben, pour moi, ça va être rien. Et puis Marie Curie, une femme du 19e siècle, migrante polonaise en Europe, comment voulez-vous vous projeter quand vous êtes une jeune fille d'aujourd'hui dans Marie Curie? Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des femmes dans l'histoire des sciences, ou d'ailleurs des femmes dans l'histoire de manière générale, de la littérature, de la musique, etc. Bien sûr, il faut en parler, mais ce n'est pas des rôles modèles. C'est-à-dire que ça prouve simplement que le monde n'a pas été fait que par des hommes blancs puissants, donc ça ne fait pas de mal, mais ce n'est pas ça qui va inspirer des orientations. Et puis, il faut se méfier aussi de certaines... Donc ça, c'est les rôles modèles écrasants ou inaccessibles. Puis, il faut se méfier aussi de la motivation, parfois, de certaines institutions ou organismes avec leurs techniques des rôles modèles. Si vous êtes une association de femmes scientifiques, genre au Québec, la FESTIM, c'est votre rôle. Vous êtes des femmes scientifiques, vous vous engagez et vous montrez que c'est possible. Là, vous êtes bien à votre place. Quand vous êtes une grosse entreprise et que vous allez demander aux femmes de votre entreprise d'aller démarcher dans les écoles, par exemple, pour jouer les rôles modèles, en général, c'est sur votre temps, vous n'êtes pas payé pour ça, vous n'êtes pas non plus, c'est pas valorisé dans votre parcours. Et en plus, si vous ne le faites pas, on vous culpabilise un petit peu, parce que quand même, vous pourriez faire ça pour les femmes. C'est quand même l'entreprise qui se débarrasse du problème. Vous voyez, c'est mettre sur la responsabilité des femmes la discrimination qu'elles subissent. Ah, c'est malin, c'est plutôt bien joué, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on est une institution,
C'est pas là qu'on doit être. Quand on est une institution, il faut regarder dans ces structures ce qui joue ou ce qui ne joue pas. Alors que quand on est une association citoyenne, c'est autre chose. Le rôle modèle, ça peut permettre de faire du gender washing de façon très efficace. Par exemple, en mettant en valeur tout un tas de femmes à l'extérieur de notre organisation, sans se demander si dans notre organisation, on n'aurait pas tout un tas de femmes en dessous du plafond de verre qu'on n'a jamais vues. Par contre, on va mettre en évidence telle ou telle femme, loin ou décédée. Alors décédée, c'est pratique, hein, elle ne va pas plus venir protester, qu'on va mettre en avant et sans regarder ce qu'on a chez nous. Alors, les stratégies souvent mises en avant, bon, il y en a deux dont je vous ai déjà parlé, j'irai plus vite. La première, va, j'espère particulièrement vous parler, parce que c'est un discours qu'on adresse en disant « il faut commencer le plus tôt possible, il faut agir le plus jeune possible, parce qu'après, c'est trop tard ». D'ailleurs, le plus jeune possible, on peut se demander, ça commence quand ? C'est-à-dire que l'enseignement supérieur dit c'est dans l'enseignement secondaire qu'on a des problèmes, le secondaire dit au primaire poulala, le primaire dit ah non, mais au jardin d'enfants, vous imaginez pas, le jardin d'enfants dit non, mais dans les familles, c'est terrible, je pense qu'une utero, c'est déjà mort. Hein. Bon. C'est quoi cette idée de le plus tôt possible? Alors d'une part, ça peut être une façon de reporter, de renvoyer la balle et de se décharger de sa responsabilité, mais c'est aussi sur la base d'une croyance que plus on y va jeune, moins les stéréotypes sont ancrés. Bon, soyez déçus si vous croyez ça. À 4-5 ans, les enfants sont aussi compétents en stéréotypes que les adultes. Pas sur les mêmes dimensions, hein, mais ils sont hyper compétents. Donc les stéréotypes sont déjà là. Donc il ne s'agit pas d'agir avant. Deuxièmement, chez les enfants, c'est très important de donner la bonne réponse à l'enseignant, l'enseignante ou aux parents. Et comme la société a un discours fort sur ce qu'est un garçon normal, ce qu'est une fille normale, la bonne réponse, c'est souvent les stéréotypes. Et donc, quand bien même le nombre de parents qui me disent « je ne comprends pas, avec mon fils, avec ma fille, à la maison, on faisait des tas de choses, on faisait des Legos, on faisait de la peinture, on faisait toutes sortes de choses, et depuis qu'il, elle, est à l'école, c'est fini. Elle est revenue en me disant « ah non, les garçons font pas ci, les filles font pas ça, c'est pas pour les garçons, c'est pas pour les filles ». Ce n'est pas forcément que leurs enseignants ou enseignantes leur ont appris les stéréotypes, c'est que dans le groupe d'élèves, il y a des élèves qui viennent faire la police du genre et qui viennent leur expliquer c'est quoi un vrai garçon et une vraie fille. Quand ils disent ça, ils sont sûrs d'avoir bon. D'ailleurs, la société dit la même chose qu'eux, donc c'est dire si ça porte. Et les enseignants, enseignantes entrent plus ou moins en matière, sont plus ou moins embarrassés. Parce que souvent, les enseignants et les enseignantes se disent « non, moi je suis neutre ». C'est pas à moi de... j'enseigne pareil aux filles et aux garçons. Je ne veux pas les influencer. Moi, mon cours, il est pour tout le monde et il est neutre. Ben oui, ok, super. Alors, je suis d'accord dans l'idéal avec cette idée. Mais quand on a une société, comme on l'a vu tout à l'heure, qui avait une sorte de porte-voix et en train de vous crier sur tous les tons que garçon et fille, c'est pas pareil et que garçon, c'est mieux que fille, parce que vous avez vu mes exemples tout à l'heure du Larousse ou du Robert, c'était clair. Hein, il y a un des deux sexes qui est mieux que l'autre. Eh bien, si l'enseignant ne rame pas concrètement dans l'autre sens, c'est-à-dire s'il ne compense pas, s'il ne corrige pas, à travers lui, c'est cette inégalité de représentation de la société qui parle. Donc quand on a un enfant qui vient faire la police du genre, être neutre, c'est pas laisser dire en disant tout le monde pense ce qu'il veut. Être neutre, c'est rappeler, ne serait-ce que les principes de l'école, ou les stéréotypes, ou l'égalité, ou la liberté individuelle. C'est ça, être neutre. Donc, commencer le plus tôt possible, c'est un leurre, d'une part parce que les stéréotypes sont déjà là, et d'autre part, on ne peut pas demander à des enfants à qui on aura enseigné l'égalité de générer un monde tout égalitaire, alors qu'ils vont évoluer sans arrêt dans un monde qui ne l'est pas. C'est quand même la société, les institutions, de prendre leurs responsabilités pour rendre un monde égalitaire, pour faire grandir les enfants dedans. Penser qu'on va leur enseigner l'égalité en leur disant « ok, nous, on ne le fait pas, mais vous allez le faire », c'est un peu comme le réchauffement climatique, quoi, vous voyez, c'est ouais, nous, on a peut-être un peu fait n'importe quoi avec la planète, mais vous, quelle chance vous allez pouvoir être beaucoup plus conscient. Non, on a une responsabilité dont il ne faut pas se décharger, et là-dessus, on ne peut pas demander à des enfants de primaire de grandir égalitaires, alors, même si on leur a fait court, alors qu'ils grandissent dans un monde qui ne l'est pas. Les rôles modèles, alors, hop, voilà, ça c'est de la pensée magique. Les rôles modèles, je vous en ai déjà parlé.
quand est-ce que ça marche? Sur quoi ça a un impact? L'impact unique des rôles modèles, combiné dans un ensemble de mesures, c'est autre chose. Hein. L'impact est vague, et globalement, ça fonctionne avec les personnes déjà intéressées. C'est-à-dire, si vous prenez des filles motivées pour aller en sciences, mais qui ont besoin d'être renforcées et encouragées, là, ça marche. Ça les renforce, ça les encourage. Si vous prenez une population générale d'élèves, dont des filles, et vous leur présentez des figures inspirantes, le chemin est trop long. Elles vont pas. C'est comme si vous ne faites pas grand-chose. Vous présentez les métiers, mais vous n'allez pas les impliquer. Donc ça ne marche pas. C'est pas le truc qui marche pour tout le monde. Là, il y a la mesure qui s'appelle les astucieuses, là, qui est mise en place ici. Là, c'est des filles qui sont déjà intéressées. Donc c'est du renforcement si on leur présente des femmes et des modèles inspirants. Et d'ailleurs, on peut tout à fait aussi présenter des hommes inspirants qui croient dans les capacités des femmes. Ça aussi, c'est inspirant. Ou des coachs ou des mentors qui sont des hommes. Parce que ces filles qui vont dans les sciences, elles savent bien que dans les sciences, il n'y aura pas foule de femmes. Et c'est quand même plutôt rassurant de savoir qu'il y aura des hommes qui pensent que les femmes sont compétentes. Donc, rencontrer des hommes comme mentors qui montrent, qui leur font confiance et qui croient en elles, c'est également extrêmement intéressant. Alors, ce n'est pas du rôle modèle, mais c'est aussi des coachings ou du mentorat très intéressant. Et puis, déconstruire les stéréotypes, car ils sont la cause des inégalités, je vous ai déjà expliqué ce que j'en pense. Ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. On les met en œuvre pour rationaliser un monde inégalitaire. Donc, si on n'attaque que les conséquences sans jamais attaquer les causes, on n'aura jamais fini d'attaquer les conséquences. Non, celui-là, je vous en parle. Je vous en parle pas. Donc, l'outil que je vais vous présenter, son but, c'est d'attaquer la cause, pas la conséquence. C'est-à-dire, mon but, ce n'est pas de lutter contre les discriminations, en tout cas pas directement. Je ne veux pas me placer en aval, parce que sinon, j'en finis jamais. La discrimination existe, je lutte contre. La discrimination existe, je me positionne. Le stéréotype existe, je le déconstruis. On n'en finit pas. Si on arrive à installer un contexte dans lequel les stéréotypes n'arrivent pas à s'exprimer, ils existent toujours, hein, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. La discrimination, elle existe toujours, mais là, elle n'arrive pas à se développer. Je n'ai pas changé le monde. On est à l'échelle de nos classes ou de nos établissements scolaires. Il faut avoir conscience de ce qu'on est capable de faire. Je n'ai pas changé le monde, mais au moins, j'ai essayé d'installer, ne serait-ce que temporairement, un contexte égalitaire dans lequel on va acquérir des savoirs, réfléchir à son orientation, etc. Donc voilà l'outil que j'ai mis en place. Alors, là, il y a tout qui vous arrive d'un coup, ça fait un peu fouillis. Pour vous donner une idée, à Genève, j'ai 30 heures là-dessus. Alors, vous voyez, avec mes enseignants et mes enseignantes, on peut s'installer confortablement. Enfin, en primaire, j'ai 30 heures, au secondaire, j'ai un peu moins, mais enfin bon, c'est confortable. Là, vous vous doutez bien, on ne va pas passer 30 heures dessus. Mais je vous ai expliqué le principe, et puis après, vous verrez bien ce que vous en retirerez. Il y a 4 pôles à destination des... Alors, ouais, pour l'histoire quand même, le modèle d'origine, l'idée m'est venue d'une chercheuse québécoise en didactique des maths qui s'appelle Claudie Solar, qui était à l'Université de Montréal et qui formait des femmes en formation d'adultes. Elle avait fait une toile qu'elle avait appelée la toile de l'équité, et elle avait des dimensions générales qui ressemblent un peu aux miennes, adaptées à un contexte non mixte de femmes adultes. Et donc j'ai trouvé ce modèle génial, je m'en suis inspirée, j'en ai discuté avec elle, et j'ai décliné ce modèle pour des classes mixtes et pour des publics plus jeunes, évidemment, et aussi, quel que soit le rapport social. Ma dimension où je suis la plus compétente, c'est les questions de genre et de sciences. Mais vous allez voir, j'ai jamais écrit genre et j'ai jamais écrit sciences. Ça peut fonctionner quel que soit le rapport social, de classe sociale, d'ethnicité, de handicap et de genre, évidemment. Même si, en général, quand je l'active, je parle plutôt de genre. Donc, il y a 4 pôles qui sont à destination des élèves. Non, si je fais ça, il se passe quoi? Rien. Non, bon, ça fait rien. J'ai essayé d'avoir une petite lumière, mais je ne suis pas douée pour ça. On s'en fout. Exister collectivement, apprendre en confiance, exister singulièrement, acquérir des savoirs. C'est ce que j'aimerais que les élèves puissent vivre dans la classe.
Parfois, quand je dis ça aux enseignants, aux enseignantes, ils me disent « Ben ouais, on fait ça tout le temps ». Alors, bonne nouvelle. Dire, le fait qu'ils soient convaincus que ça doit exister dans la classe, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Après, on le fait tout le temps, on veut le faire. Est-ce qu'on a les moyens de le faire tout le temps? Est-ce qu'on arrive à le faire tout le temps? Et sur le cercle, c'est les différentes manières dont l'enseignant, l'enseignante va activer ses compétences dans sa classe envers ses élèves. Varier les pratiques pédagogiques, installer de la coopération, employer une langue inclusive, rendre visibles les groupes dominés, ancrer le savoir dans le quotidien, etc., etc. Là encore, souvent, les enseignants et les enseignantes me disent « Ben oui, ça aussi, c'est notre mission, on le fait tout le temps. Vous voyez, ça ne conteste pas là-dessus. » Les enseignants et enseignantes sont assez d'accord que ça doit être fait. Bien. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le fait? Et c'est difficile de savoir si on le fait ou pas. Alors déjà, on ne peut pas faire tout le temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. La leçon parfaite et idéale qui mettrait en œuvre tout, elle n'existe pas. Par contre, parfois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut ne pas faire. Et pour ça, j'ai un exemple pour vous sur la base d'une activité pédagogique de programmation de robots qu'on m'a décrite. Je reviendrai à ça après. C'est assez courant avec des élèves de tous âges, depuis les premières années de primaire jusque dans le courant du secondaire. Après, c'est de plus en plus complexe, mais ce n'est pas très différent, d'apprendre à programmer des robots, parce que c'est marrant. Surtout avec les petits, c'est plutôt ludique. Donc là, on était sur des pré-ados, et on allait programmer des robots, et l'équipe est arrivée avec 2 types de robots. Alors, ce n'est pas tout à fait ceux-là, mais je vous ai mis ceux-là pour que vous voyez l'idée. 2 types de robots, un plutôt robot camion, et un plutôt robot de type bestiole mignonne. Vous me voyez venir, je pense. Voilà. Et puis ensuite, ils ont présenté les tâches et les compétences qu'il fallait acquérir, ce que les élèves ont pu faire, et ils ont conclu leur description de l'activité par ça a super marché, les élèves étaient très heureux, c'était génial. Moi, quand je vois la tête des robots, je suis un peu méfiante. Et je dis, bon, que l'activité est très intéressante, que je ne doute pas que tous les élèves aient bien réussi, mais que quand même, j'aimerais savoir si du côté savoir, acquérir des savoirs, c'était bon, est-ce que du côté rapport au savoir, c'est-à-dire la manière dont les élèves ont vécu cette acquisition de savoir, est-ce que entre les garçons et les filles, il n'y avait pas eu de différence? Et là, je vois l'enseignante qui se rigidifie, elle voit le piège, et elle me dit, mais les filles sont aussi capables de programmer que les garçons. Je lui dis, vous savez, je suis informaticienne, j'en suis absolument convaincue. Et ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, mine de rien, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au fond, elle est convaincue qu'en termes de compétences, il n'y a pas de différence. C'est déjà pas mal. Donc je lui dis, j'en suis bien sûr convaincue, mais je ne vous parle pas de savoir. Je vous parle de rapport au savoir. Bon, et puis là, on me raconte plus en détail l'activité pour me prouver que tout s'est bien passé. Et donc, on me dit, alors, c'est vrai, quand on est arrivé avec nos robots, les garçons se sont précipités vers le robot camion. C'est vrai. Mais les filles étaient très contentes avec l'autre. Et puis, pour ne pas être embêtées par les garçons, elles sont allées à part avec leur robot, elles l'ont programmé en autonomie, et puis à la fin, elles avaient appris. Et donc, ça veut dire tout va bien. Ça veut dire ça. Acquérir les savoirs, ok. Par contre, ça veut dire que déjà les filles se contentent des restes, parce que une fois que les garçons ont mis la main là-dessus, tant mieux qu'elles sont d'accord pour avoir l'autre, parce qu'elles n'ont plus le choix. Et puis, tous les garçons se précipitent vers les camions. Tous. Est-ce que tous les garçons avaient le choix? C'est qu'à partir du moment où les leaders de la classe, vous savez ceux qui font la police du genre, ont dit « ça c'est pour nous », il faut un certain courage en tant que garçon pour dire « non, non, moi je veux la bestiole ». C'est un coup à se faire traiter de pédé. Donc, est-ce que vraiment tous les garçons ont voulu du camion? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment toutes les filles étaient très heureuses? Ou est-ce que ce n'était pas aussi une façon de dire « de toute façon, d'abord, c'est celui que j'aurais choisi ». Parce qu'on ne veut pas se retrouver en défaut. Donc ça, déjà, ça ne prouve rien. Pour ne pas être embêtés par les garçons, les filles se sont mis à part. Ça veut dire que donc, les garçons sont légitimes à prendre toute la place, à embêter les filles, notamment en contexte de robotique. Et pour les dimensions
installer un climat favorable à l'apprentissage, installer de la coopération, alors pas à l'intérieur du groupe peut-être, hein, mais en termes de mixité, c'est assez nul. Elles se sont mises à part, rendre visibles les groupes socialement dominés en informatique. Ben non, si elles sont à part, c'est qu'il fallait qu'elles ne soient pas vues pour pouvoir bosser tranquille. Elles ont programmé en autonomie, traduire, elles ont débrouillé toutes seules, on ne s'est pas occupé d'elles. Donc valoriser l'expérience, ben non, vu qu'on ne s'est pas occupé d'elles et qu'elles étaient à part. Inciter à la prise de parole, ben non, pas dans l'espace public, vu qu'elles étaient à part. Et donc à la fin, ouais, elles ont acquis les savoirs, mais est-ce qu'elles ont eu le sentiment d'avoir un pouvoir sur le savoir qu'elles avaient acquis? Ça m'étonnerait. Ce qu'elles ont appris, c'est qu'elles avaient le droit de faire la robotique, mais ça ne se voit pas. Et bien sûr, les enseignantes que j'avais devant moi n'ont jamais voulu faire ça. Bien sûr. Et n'ont pas eu conscience qu'ils étaient en train de faire ça. Et pourquoi ils n'en ont pas eu conscience? C'est parce qu'au fond, ils pensent qu'entre les filles et les garçons, tout ce qui reste, c'est de la nature et ce n'est pas de la culture. Et qu'il n'y a pas besoin de fournir cet effort compensatoire. La marche arrière. La toile, elle permet d'abord d'observer ces pratiques. C'est-à-dire, vous avez une activité, quelle qu'elle soit. Alors, en classe, mais aussi, vous organisez un salon d'étudiants, d'étudiantes, une journée porte ouverte. Enfin, vous regardez vos activités. Est-ce que ça colle? Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait? On ne peut pas tout faire, on n'est pas là pour se culpabiliser, on ne peut pas tout faire. Mais est-ce qu'il y a des trucs où on passe vraiment à côté? Et si on fait une seule chose, si on veut apprendre, il faut apprendre en confiance. Et donc, il faut une tolérance zéro sur les commentaires sexistes et sexuels. Et une communication interne et interne non sexiste. Si on fait qu'une seule chose dans les institutions, c'est ça. Parce qu'on aura beau insister auprès des filles en leur disant « Venez, les sciences, c'est super, c'est des belles carrières, c'est trop génial », si elles ne pensent pas qu'elles sont dans un territoire safe, eh ben, elles ne viennent pas. Et elles ont bien raison. Donc, la base, parce que quand un enseignant ou une enseignante entend un commentaire sexiste ou sexuel dans sa classe, il voit la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire, si on se permet de venir le faire dans la classe, je ne sais pas ce qui se passe en dehors. C'est le bout qui dépasse. Je suis allée interroger des filles dans une école d'ingénieurs à Genève. Elles étaient 4 sur 40. Et elles disent que l'ambiance à l'école est plutôt sympa, ça va, qu'elles sont contentes d'être là, qu'elles aiment ce qu'elles apprennent. Ça, c'est la couche 1. De toute façon, si je leur parle, elles sont toujours là. Celles qui sont parties parce qu'elles étaient dégoûtées, ben forcément, je ne leur parle pas, elles ne sont plus là. Donc, celles à qui on s'adresse, c'est celles qui sont toujours là. Et forcément, elles disent bah, « ça va », sinon elles ne seraient plus là. Hein. Et comme elles veulent renforcer et elles-mêmes se convaincre qu'elles ont raison de rester là, le premier discours, c'est « ça va ». OK. Et puis après, on discute un peu plus. Et donc, ce qu'elle raconte, par exemple, c'est que sur les 40 garçons, il y en a 35, ils sont plutôt sympas. Bon, sur les 35, il y en a qui sont vraiment, vraiment sympas, vraiment, c'est des amis. Il y en a, bah, ils sont là, mais ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas toxiques, ils ne sont pas désagréables, ils s'en moquent un peu. Il y a un de ces garçons qui m'a dit « Ah ouais, moi, les filles en sciences, je ne suis pas contre. » Ah bah, c'est gentil. Mais ce n'était pas méchant ce qu'il voulait me dire. Ça veut dire, au fond, qu'il s'en moquait éperdument. Mais ça ne lui posait pas de problème. Bon, donc la majorité, ça va. Et il y en a 5, ils sont toxiques. Ils boivent en soirée, ils leur mettent la main aux fesses, ils leur font des commentaires désagréables, ils leur disent « Ah ouais, pour avoir une bonne note, je comprends, il suffit d'être une fille, quoi. » Voilà, ils sont comme ça. Mais elles sont 4. C'est temps plein. C'est 5 garçons qui ne sont pas beaucoup hein, sur la masse des garçons. Ils peuvent passer l'essentiel de leur temps à nuire aux filles parce qu'ils cherchent un groupe à dominer, parce que c'est la meilleure façon de se sentir dominant, surtout si on n'est pas au top ni de sa masculinité, ni de son identité, ni de ses compétences scolaires. Enfin voilà, on cherche un groupe à dominer. Et donc évidemment, ils ne sont pas beaucoup, mais ça leur pourrit la vie. Et les 35 garçons, les autres, alors il y en a qui sont aidants, mais ils comprennent rarement à quel point c'est un système, que outre ces 5-là, il y a aussi toute la société dehors qui leur rappelle que peut-être les sciences, ce n'est pas l'endroit où aller, et que peut-être il faut faire attention à la moralité, et que peut-être la vie, elle est dangereuse, et que peut-être, donc, qui n'en sont que le porte-voix, donc les autres garçons, tout sympas qu'ils sont, ils ne se rendent pas toujours compte que les filles vivent dans un système, et ils sont là, ouais, bah, tu le connais, bah, tu sais qu'il est con, hop, on passe à autre chose. Non, alors que ça mine bien plus que ça. Et puis ces 35 garçons sympas,
Imaginez que chacun fait une plaisanterie sexiste par mois. C'est rien. Ouais, mais ils sont 35 et elles sont 4. C'est donc un jet continu. C'est tout le temps. Et ils ne voient pas pourquoi. Ouais, bon, pour une fois, je dis un truc comme ça. Oui, toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Et c'est sans arrêt. Et donc, ces filles, ce qu'elles disent, c'est que oh, moi, avec la discipline, avec les sciences, j'ai pas de problème. Mais l'ambiance, l'ambiance, j'en peux plus. Et individuellement, aucun de ces garçons voit où est le problème dans l'ambiance. Par contre, collectivement, ils ne se rendent pas nécessairement compte que l'ambiance, c'est eux tous. Et par exemple, pas les 5 là, dont ils n'approuvent pas les comportements, mais ils ne sont pas conscients de ces choses-là. Donc la base, si on fait une seule chose, c'est une tolérance zéro sur les commentaires sexistes et sexuels et une communication interne et externe non sexiste. Et ça ne veut pas seulement dire mettre en valeur les femmes et les filles. Je vous donne un autre mauvais exemple. Dans cette école d'ingénieurs, il y a des journées portes ouvertes, avec des stands sur lesquels les étudiants et étudiantes présentent leurs travaux. Et ils ont dit, il faut absolument qu'il y ait des filles sur les stands. Sous-entendu, ce serait important de montrer qu'il y a des filles dans l'école pour inciter les filles à venir. En soi, je suis d'accord. Mais quand on va dire il faut absolument qu'il y ait des filles sur les stands, qu'est-ce qu'elles comprennent les filles? Là, on va mettre des fleurs, là, on va mettre des filles. Voilà. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut absolument d'avoir des projets de qualité attractifs, et ce serait quand même très important que des filles les présentent. Voilà, ça c'est un message beaucoup plus porteur. Si aux filles, elles sont pas là, on dit aux filles qu'elles sont pas là parce qu'elles sont mignonnes, on dit aux filles qu'elles sont là parce qu'elles ont fait des super projets qu'on est fiers de présenter. Et ça a l'air de rien, mais pour ces filles qui vivent au quotidien quelque chose où elles ne cessent d'avoir besoin de défendre leur présence, bah, ça change pas mal de choses. Comment on visibilise les femmes en sciences? Puisque je vous disais que pour inspirer des filles qui sont déjà motivées pour y aller, c'était intéressant de visibiliser soit des femmes dans l'histoire des sciences, soit simplement de montrer que c'est possible. Il y a une manière basique, sans réfléchir, et une manière politique. Bon, Marie Curie, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est Ada Lovelace. C'est la première personne à avoir écrit un programme sur un ordinateur, qui était un ordinateur mécanique à l'époque. Dans une discipline comme l'informatique et la programmation, où les femmes sont devenues si rares, dire aux élèves, la première personne à avoir écrit un programme informatique et à avoir inventé la boucle, mine de rien, ça étonne. Et on a deux façons de la présenter. Soit comme ça, et là on est dans les films d'époque, elle est en robe de cour, on rêve sur les princesses. Soit comme ça. Là on a une femme de science, où elle est présentée en surimpression de son travail. Là on a une princesse. J'ai rien contre les princesses, on peut aussi la montrer comme ça, mais il faut quand même la montrer avec son travail. Là, je suis en biologie. Et c'est une photo d'époque. C'est la découverte du sida, du virus du sida. Là, on a le professeur Montagnier, prix Nobel pour la découverte du sida, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel pour la découverte du sida, et le troisième, il s'appelle Sherman, et malheureusement, il est décédé avant que les prix Nobel ont été distribués. Sinon, ça aurait peut-être été le troisième larron. Regardez cette image. Se dire que la personne au milieu est une chercheuse et qu'elle est co-prix Nobel avec le gars avec la cravate, c'est pas facile. On a l'impression que c'est la secrétaire du labo qui est passée pour le pique-nique, vous voyez. Et en plus, voilà. Là, la photo zoomée, voilà. La main là qui tient, la photo elle est un peu coupée, mais la main là qui tient le truc, c'est le professeur qui tient l'expérience. Alors que tout le monde est d'accord que lui, il a eu le Nobel parce qu'il était le directeur du labo, et c'est elle qui a fait le boulot. Enfin, je n'ai pas dit qu'il n'avait rien fait, mais c'est quand même la découverte, c'était quand même Françoise Barré-Sinoussi. Ça, c'est une photo d'époque. Quand cette photo est ressortie pour fêter l'anniversaire des, alors j'avoue que je ne sais plus, c'est 30 ou 40 ans de la découverte, cette même photo est ressortie avec une légende qui, dans certains journaux, a donné le professeur Montagnier et sa collaboratrice Françoise Barré-Sinoussi. Non, elle n'est pas sa collaboratrice, elle a le Nobel avec lui, c'est pas la même chose. Voici Françoise Barré-Sinoussi, aujourd'hui, qui reçoit un prix de l'Institut Pasteur. Voilà, c'était 40 ans. Regardez le texte. Donc, c'est un texte qui date du 4 février 2023. Il y a 40 ans, le professeur Françoise Barré-Sinoussi
Bon, c'est la France, la féminisation des noms de métiers, parfois c'est un peu difficile. Mais bref. Découvrez le virus du sida, prix Nobel de médecine, blablabla. Cette scientifique exceptionnelle, ouais, on est d'accord, évoque avec discrétion et humilité le passé et l'avenir autour de cette maladie. Discrétion et humilité, c'était nécessaire, ça? Ah oui, c'est en général les femmes qui sont discrètes et qui ont de l'humilité. On ne peut pas réutiliser tel quel ce genre d'intervention, ce genre d'article, un certain nombre d'images. Il ne suffit pas de les présenter. Quand on a des choses comme ça, il faut ajouter un regard critique sur pourquoi. Pourquoi parle-t-on de discrétion et d'humilité? Franchement, quand on a un prix Nobel, la question n'est pas de savoir si vous êtes discrète et humble. Hein. Voilà. Revenons sur l'ordinateur. Je vous disais, l'exception qui confirme la règle, ça ne va pas. Je vous ai parlé d'Ada Lovelace, il ne faut pas s'arrêter là. Voici 2 femmes. Elles sont en train de faire quoi? Si vous avez aucune idée de ce que c'est, des fois je demande à des gens, j'ai d'autres photos de la même époque, et je leur demande, elles font quoi ces femmes? C'est des standardistes, c'est des demoiselles du téléphone, je ne sais pas. C'est des mathématiciennes en train de programmer un ordinateur. Bon, alors je reconnais que les ordinateurs, ça ne se programme plus complètement comme ça, c'est vrai. Mais la première idée qui nous vient, ne connaissant pas l'image et ne comprenant pas l'image, la première idée qui nous vient, c'est de se dire, elles ont un rôle subalterne, parce que c'est des femmes du passé. Et ce sont en fait des mathématiciennes en train de programmer un ordinateur. Donc, dans cette rubrique que j'appelle « Rendre visibles les groupes socialement dominés », on présente des femmes, on questionne leur représentation, et là, par exemple, au lieu de les appeler les ENIAC Girls, comme on trouve assez facilement dans la littérature, on peut les appeler les ENIAC Six. Parce que des girls, c'est des jeunes filles en tenue courte qui mènent une revue, qui dansent, vous voyez? Ce n'est pas des mathématiciennes, c'est des femmes, ce n'est pas des girls. Donc voilà, une autre façon de les nommer. Ah oui, c'est vrai, je voulais encore vous montrer celle-ci. Et puis, il ne faut pas s'arrêter au passé. Voici Cathy Bowman, qui en 2019 a dirigé une équipe qui a permis la modélisation du premier trou noir. Parce que si on s'arrête aux femmes du passé, on peut bien admettre que dans le passé, il y a eu quelques femmes qui ont fait 2-3 trucs géniaux. Et non, c'est pas fini. Il y a toujours des trucs géniaux à inventer, il y a toujours des découvertes à faire. Et bien sûr, les femmes, elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont toujours là. Voilà, je vais finir là-dessus et je vais vous laisser réfléchir. Une science non mixte peut-elle être une science pour tous et toutes? Bien sûr que non. On en a eu par exemple l'exemple avec ChatGPT tout à l'heure. Si vous voulez donner un pouvoir sur le savoir à vos élèves, quelles vont être vos priorités? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Il faut penser au fait que les femmes sont socialisées, et on peut le déplorer, et c'est du stéréotype, mais le fait est, sont socialisées à penser aux autres avant de penser à elles-mêmes. Alors on pourrait se dire que ce serait pas mal qu'on socialise également les garçons à penser aux autres avant de penser à eux-mêmes. Actuellement, c'est plutôt les femmes qui sont socialisées là-dedans, et en plus, c'est valorisé chez elles. Vous voyez, Françoise Barré-Sinoussi, avec humilité et discrétion. Voilà. Moi d'abord, moi devant, moi je pense à moi. Non, c'est mal vu chez les femmes. Donc, puisqu'elles sont socialisées ainsi, leur dire, les femmes, c'est un métier passionnant, et c'est une belle carrière, ça fonctionne assez mal, parce qu'on a l'impression qu'on leur dit, soyez égoïstes, faites des sciences. Par contre, si on leur dit, cette science non mixte, telle qu'elle est créée actuellement, est-ce qu'elle est vraiment inclusive? Est-ce qu'elle s'adresse à tous et toutes? Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'aller en sciences? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt les sciences qui ont besoin de vous, au sens où les sciences qui ont besoin de mixité? Et des exemples, il y en a plein. Vous voyez, mon téléphone, il est trop grand pour ma main. Quand je le manipule d'une main, j'ai tendance à le laisser tomber. Parce qu'il a été fait sur la taille moyenne des mains des hommes, sciemment. Et donc, il n'est pas adapté à moi. Les applications de santé sur les téléphones qui ont mis des années avant de comprendre qu'il y avait des femmes qui avaient des cycles menstruels et que ça pouvait être un truc qu'on pouvait monitorer aussi. Parce que les développeurs, les cycles menstruels, 1, ça ne les concernait pas, 2, ils trouvaient ça un peu dégoûtant, donc on n'allait pas le programmer. Pourtant, ça intéresse plein de monde. Les mannequins de crash test qui sont sur la base d'hommes de 70 kg, d'1,80 m, ça ne me ressemble pas. Hein. Clairement, j'ai plus de chances de mourir en voiture que les hommes d'1,70 m, voilà, etc., etc. Donc, les filles ont besoin d'aller en sciences, ok? La science a besoin que les filles viennent. Et ça me semble être un argument
bien plus efficace pour les embarquer en leur disant « Vous voulez changer le monde, vous voulez sauver le monde ?» Eh bien, vous pouvez le faire en allant en sciences. Et ça, c'est pour vous. Enfin, plutôt, c'est pour Valérie. Je te rends le micro. Ça conclut rapidement. Merci. Merci beaucoup, Madame Collet. Merci de votre présence. Puis c'est très... on coupe ça sec, mais on aimerait beaucoup que les discussions à ce sujet-là se poursuivent dans les prochaines semaines, évidemment. Donc, comme je l'ai dit au début, ce serait vraiment apprécié qu'on ait un petit retour. Je pourrais aussi vous envoyer le lien par courriel du questionnaire d'évaluation, c'est pour faire un retour sur l'activité. Puis, comme je vous disais, dans un objectif de poursuivre les réflexions, on aimerait beaucoup mettre en place, en fait, une équipe qui, par exemple, pourrait être sur Teams, par exemple, avec toutes les personnes qui ont assisté, même des personnes aussi qui sont intéressées à se joindre à la conversation, évidemment. Vous recevrez une invitation. Ce n'est pas obligatoire d'y adhérer ou de contribuer, mais si ça vous intéresse de poursuivre, on va faire quelque chose, justement, pour poursuivre tout ça. Donc, merci encore énormément de votre présence. Je vous rappelle que c'est un beau projet, une belle activité, en fait, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet du Collège allemand en collaboration avec le Collab et le Pôle sur les transitions en enseignement supérieur. Puis, vous pouvez surveiller, en fait, le rapport, même les activités qui sont destinées aux jeunes qui vont arriver dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. On reprend le micro un instant. Yes. Voilà. Donc, je vous ai dit, la toile, vous l'utilisez pour observer et vous l'utilisez pour créer. C'est-à-dire que maintenant, alors, vous allez décanter tout ça, vous allez voir ce que vous en pensez, vous allez revoir ma présentation si ça vous tente. Et puis, quand vous générez des futures activités, quelles qu'elles soient, en la générant, regardez les différents blocs et demandez-vous, ce bloc-là, ça vaut le coup que je le mette en œuvre? Celui-là, ça vaut le coup que je le mette en œuvre? Voilà. Et puis, créer des idées, et puis ensuite, toutes ces idées vont pouvoir être collectées et éventuellement partagées, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus efficace si on a un projet d'établissement, et puis si ce fameux Teams peut servir de caisse de résonance pour mettre en commun ces projets, eh bien, évidemment, vous allez être plus efficace. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis je vous souhaite une bonne journée.